Avoir 18 ans, cela n'a pas les mêmes implications pour tout le monde. Pour les jeunes ayant connu, mineurs, un parcours institutionnel complexe, naviguant souvent depuis l'enfance entre l'aide à la jeunesse, la santé mentale et le handicap, l'arrivée de la majorité s'accompagne d'un changement de paradigme important en matière d'aide et de soins. En fonction des situations, la majorité légale, établie en dépit de la maturité réelle, du contexte de vie, des contingences, représente pour ces jeunes un point de bascule dans de nombreux domaines. Le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte, l'arrêt des mesures d'aide à la jeunesse et la nécessité d'accéder à l'aide sociale, la modification des responsabilités civiles, des droits et des devoirs, la fin de l'obligation scolaire, la recherche éventuelle d'une formation ou d'un emploi, le départ du milieu familial ou d'un lieu de résidence pour la quête d'un logement autonome, etc., etc. De manière générale, les constatations de terrain mettent en exergue l'absence de pont entre les possibilités d'accompagnement pour mineurs et celles auxquelles ces mêmes jeunes ont accès une fois majeurs. Et pour cause, leur réseau se disloque et laisse la place à la nécessité de s'en créer un nouveau. Et ce, alors même qu'ils et elles sont aux prises avec toute une série de démarches spécifiques à l'entrée dans l'âge adulte, dans bien des cas précipités par les circonstances de vie de ces jeunes. Entre les deux rives s'étend alors un fossé que beaucoup de jeunes peinent à franchir faute de soutien. Ils courent alors le risque de la désaffiliation et de l'errance. Alors, comment faire en sorte que le passage de l'enfance à l'âge adulte ne soit pas synonyme de rupture, une de plus, dans les trajectoires de ces jeunes? Comment remédier à la discontinuité et améliorer le relais entre le secteur jeunesse et le secteur adulte pour permettre à ces jeunes en difficulté de cheminer à leur rythme, en amont et en aval de la barrière des 18 ans. À travers la recherche-action Les Java des jeunes à la croisée des chemins, le CRESAM a cherché à identifier des pratiques inspirantes en matière d'accompagnement de la transition vers l'âge adulte pour les jeunes avec des problématiques multiples. Suivre pendant 2 ans 5 initiatives de terrain qui s'emparent de ces enjeux aux côtés de jeunes de 16 à 25 ans a permis de dégager quelques lignes de force d'un travail de maillage de nature à soutenir la continuité et la cohérence des ressources proposées à ces jeunes adultes et vieux adolescents à la croisée des secteurs. À travers ces vidéos, nous espérons vous transmettre quelques balises et quelques pistes que nous avons pu extraire de l'expérience acquise aux côtés de l'AMO Milieu de Vie de Oui, dans le cadre de ses ateliers apprentis majeurs, du dispositif CAP, Côte autonome provisoire, du CEMO de Saint-Gilles, de l'IHP Laparte de Mons au sein de son espace Pensée Jeune, de la Pommeraye à Folletombe avec son outil Trajectoire, ainsi que du dispositif 1725 sur la division de Verviers. Pour découvrir ces 5 projets, n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos. Une capsule a été réalisée pour la présentation de chacun d'entre eux. Après leur passage dans le réseau institutionnel, dans la plupart des cas faute d'un retour possible en famille, bon nombre de ces jeunes majeurs sont amenés, de façon plus ou moins contrainte en fonction des situations, à voler de leurs propres ailes. De sorte que s'il est un enjeu crucial pour ces jeunes à l'orée de la majorité, c'est bien celui de l'autonomie. Un concept qui peut cependant laisser un peu perplexe, comme c'est par exemple le cas pour Benoît Richard, directeur pédagogique à la Pommeraye de Folletombe. Autonomie, ça veut pas que ça veut rien dire, ça veut pas dire grand chose. Parce qu'on considère que c'est une notion qui est quand même relativement floue, qui est relative, et donc c'est vrai que dans l'absolu, autonomie, ça veut dire quoi? Ça dépend un peu du curseur de chacun. Et donc nous, c'est vrai qu'on préfère parler en termes de logement autonome. Ça identifie le fait que le jeune est seul dans un logement. On aime bien aussi de parler, enfin en tout cas on préfère le terme processus d'autonomisation plutôt que le terme autonomie, parce que c'est vrai que c'est pas un état en soi. C'est vrai que le fait de parler de processus, ben ça ne fiche pas le jeune dans une forme d'obligation ou d'arriver à un stade pour aller vers ça, parce que voilà, ça dépend un peu d'un jeune à l'autre, et donc ça relève un peu une forme de pression. Ça enlève aussi le côté bulletin au mérite, parce qu'évidemment il est hors de question, enfin, le jeune ne va pas en logement autonome parce qu'il le mérite, mais parce qu'à un moment donné de sa trajectoire, ben, on va dire c'est le moment. Quels que soient les mots exacts utilisés pour l'évoquer, la notion d'autonomie apparaît comme un jalon incontournable. Comme en témoigne Sébastien Godard, coordinateur du dispositif CAP du CEMO ASBL de Saint-Gilles, elle est pourtant sujette à discussion au sein des équipes de professionnels au moment de penser leur projet pédagogique d'accompagnement. L'autonomie est un mot qui a énormément de définitions. Enfin, on y a pas mal travaillé, on a réécrit plusieurs fois notre projet pédagogique, et c'est une notion qui est centrale. Alors, que recouvre concrètement cette notion fourre-tout? Que signifie, dans les faits, être autonome? Que vise-t-on au juste quand on vise l'autonomie d'un ou d'une jeune?
S'il y avait peut-être une première leçon à retirer de ces projets et de leur méthodologie d'accompagnement, c'est que le point de départ de tout travail vers l'autonomie n'est autre que l'écoute accordée à la façon dont le ou la jeune conçoit lui-même ou elle-même sa propre autonomie. Il est évidemment opportun que les équipes de professionnels se mettent d'accord autour d'une vision cohérente et d'objectifs de travail partagés. Mais il semble important de pouvoir prendre appui d'abord et avant tout sur les représentations et les projections de la première personne concernée. Que celle-ci soit teintée de crainte ou d'espoir, ou très certainement d'un petit peu des deux à la fois. Pour lui ou pour elle, que signifie être autonome? Quelle vision se fait-il de la vie en autonomie? À quoi aspire-t-il quand il vise à devenir autonome, en sachant qu'il s'agit en réalité parfois moins d'un choix que d'une fatalité, ou en tout cas d'un prescrit? Autant de questions auxquelles Sébastien Godard préconise de réfléchir avec le ou la jeune dès le départ. On a des jeunes qui sont parfois dans une autonomie qui est un peu forcée, quoi. Voilà, ils n'avaient pas choisi de quitter leur famille, leur institution, ils y seraient bien restés. Leur projet, c'est de vivre plutôt dans un logement seul, et l'accompagnement, ils en sont pas spécialement demandeurs, et donc ils peuvent aussi à un moment donné passer par ce processus d'autonomie et venir dans le cap par défaut. Et donc voilà, là il y a tout un travail spécifique aussi d'accroche qui va se mettre en place. Alors nous, on n'est pas là pour imposer notre vision de l'autonomie aux jeunes. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, il y a de nombreuses définitions, et c'est peut-être ça le sens du projet CAP, c'est aussi de réfléchir aux jeunes à ce que c'est l'autonomie, ce que c'est pour lui, et comment il inscrit cette notion dans son vécu personnel au quotidien, mais aussi avec les autres. La vision que les jeunes se font de l'autonomie peut être influencée par différents paramètres. Le contexte socioculturel en est un. On est quand même aussi dans nos sociétés modernes, je pense, dans une approche assez individualiste de l'autonomie, et dans le langage commun, l'autonomie, voilà, ça peut pouvoir dire faire les choses seul, les faire par soi-même, penser par soi-même. En fait, pour moi, autonome, ça veut dire pouvoir se prendre en charge soi-même, et que si, entre guillemets, t'es quand même dans une situation qui n'est pas favorable à toi-même, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, et tu peux pas dire, par exemple, tel n'a pas fait ci ou tel n'a pas fait ça. Donc pour moi, ça veut juste dire que si tout marche bien, c'est grâce à moi, et si tout marche mal, c'est à cause de moi. Donc ça me responsabilise vraiment de ce que je vais plus tard, de ce que je veux faire. Une personne autonome, c'est une personne qui sait se débrouiller, qui sait aller faire les courses, qui sait aider ses parents, habiter seul, qui a plein de choses qu'il sait faire tout seul et pas besoin de demander à d'autres personnes pour l'aider, alors qu'il sait être autonome lui-même par ses propres moyens. C'est vraiment nous et personne d'autre. Ça veut dire que l'autonomie, on peut compter que sur nous-mêmes et sur personne d'autre sur le côté. C'est quand on reste par exemple tout seul chez soi, ou apprendre à faire les choses seul. C'est quand on sait vivre tout seul. Ouais, c'est vivre seul, se débrouiller, savoir payer ses impôts, ses factures, son loyer. C'est quand on ne dépend plus de quelqu'un, qu'on peut vivre sa vie sans dépôt des autres. C'est travailler seul. Savoir faire les choses soi-même. C'est savoir faire des choses sans pour autant demander d'aide à quelqu'un d'autre, que ce soit ses parents ou ses amis ou des proches. La débrouille. Faire les choses seul sans avoir l'aide d'autres personnes. Alors, prendre le temps d'entendre les jeunes sur leur manière de voir la vie en autonomie, c'est peut-être aussi se donner la chance de travailler ensemble à nuancer ces représentations. Non pas pour les contredire ou pour leur en imposer une toute autre, mais plutôt en vue de leur donner l'opportunité d'en élargir les horizons. L'enjeu est de ne pas les enfermer dans un vécu subjectif de l'autonomie qui serait à son tour vecteur de souffrance, parce que moteur d'isolement. En effet, à confondre autonomie et indépendance absolue, on laisse peut-être fantasmer une liberté chimérique, mais surtout, on fait bien vite rimer autonomie avec solitude. Pour eux, en général, autonomie, ça rime souvent avec liberté. Donc, je vais faire ce que je veux, il n'y aura plus personne pour, quelque part, pour m'embêter, pour me dire ce que je dois faire. Et donc voilà, notre taf, c'est dans l'accompagnement et dans la préparation à tout ça, au-delà des aspects pratiques, comme je l'ai dit, ou des aspects vraiment de la capacité à faire des choix, c'est aussi lui expliquer que finalement, c'est peut-être
qu'il aura peut-être pas moins de liberté, mais en tout cas qu'il aura d'autres libertés, parce qu'il aura un voisinage, il aura un voisin à côté, au-dessus, en dessous, un propriétaire, et donc que là, justement, ses choix vont être plus pesants. Et donc cette impression de liberté, elle est un peu faussée, même si dans l'absolu, on comprend évidemment ce qu'ils veulent dire par être plus libre. Il n'y a plus cette présence éducative H24 comme ils peuvent avoir ici en hébergement. Mais voilà, c'est essayer de les amener à comprendre que c'est ça au final. Une fois passé le premier sentiment d'être enfin tranquille, dans un logement solitaire longtemps espéré après parfois plusieurs années de vie en collectivité, le fait de se retrouver seul avec soi-même n'est pas toujours si bien vécu. D'ailleurs, c'est souvent la première demande des jeunes, c'est vivre seul dans un appartement, avoir son logement. On essaye d'y répondre un maximum, mais on voit aussi que cette collectivité, elle est utile à un moment donné, elle est importante. Le jeune va aussi très vite remarquer que c'est pas si évident que ça. On est face quand même à des enjeux qui sont peu évidents. Enfin, se retrouver seul entre quatre murs et des murs blancs, la gestion de la solitude, c'est pas quelque chose qui est facile. On a parfois même eu des jeunes qui étaient très bien avant d'entrer, et puis quand ils se retrouvent dans le logement seul, qui peuvent vite révéler des fragilités, voire même pour certains décompenser. C'est des jeunes qui étaient avant avec plein d'autres jeunes, et du jour au lendemain, ils se retrouvent tout seuls dans un appartement. Dans l'absolu, on se dit aussi que on n'est jamais prêt en fait à vivre seul, qu'on soit bien ou pas bien. C'est vrai que donc nos jeunes avec leurs difficultés, c'est d'autant plus compliqué, parce que c'est vrai que parfois ils se rendent pas compte non plus, même s'ils ont des potes qui viennent à un moment donné, c'est vrai que le soir, quand ils s'endorment, bien souvent ils se retrouvent face à eux-mêmes, et donc c'est aussi tous ces moments-là qui commencent un peu à penser à tout ce qui va, ou plutôt tout ce qui va pas, et donc c'est aussi un aspect du travail qu'on fait avec eux, c'est préparer ces moments seuls où on est face à soi-même, l'air de rien, et qui ne sont pas forcément faciles à gérer. À cet égard, la pandémie de Covid-19, avec ses confinements successifs et ses mesures de distanciation sociale, a eu un effet catalyseur, en retranchant les individus vivant seuls dans la solitude de leur intimité. Ce qu'on a remarqué chez les jeunes, c'était un isolement qui est très important, très accru. Ça a vraiment été, en tout cas, le constat principal. On s'est aussi rendu compte que les jeunes étaient beaucoup plus fragiles psychiquement. Ils parlent beaucoup de solitude, aussi de ce que ça amène de négatif, du fait aussi que plus on se sent seul et plus on s'isole aussi. Donc il y a quand même une sorte de cercle vicieux, et ce sont leurs mots. C'est les jeunes eux-mêmes qui viennent avec cette demande-là, de trouver en fait un lieu où il y a d'autres jeunes qui sont parfois un peu dans la même galère, des jeunes qui sont aussi inspirés par les mêmes choses ou pas. Enfin voilà, de plus être seul. C'est vraiment de pallier à cette solitude que certains peuvent ressentir. On a un groupe où c'est assez tranquille, on se rencontre, on est tous autour d'une table, on commence par un petit moment où on papote aussi. Enfin, il y a une certaine convivialité dans ces ateliers-là, il y en a qui sont devenus amis, et il y en a qui sont en autonomie, qui n'ont plus spécialement besoin de venir d'un côté pratico-pratique ou au niveau de l'information, mais qui pour le contact humain ont besoin de venir parce que justement ils se sont mis en appartement et ils se sentent seuls en fait. Je pense qu'au sein du groupe Java, ils peuvent retrouver un peu de convivialité, un peu de chaleur humaine et pouvoir se retrouver au moins une soirée par mois avec des gens et se changer un peu les idées. Ça vient de leur demande. Tiens, ça serait bien qu'il y ait un... Ils pensent pas à l'espace, évidemment, un espace pour ces jeunes, machin, enfin ils sont pas dans un truc de projet, mais plutôt ça serait chouette, ça serait cool de juste sortir de chez soi, de rencontrer d'autres jeunes. La mise en place d'espaces et de temps collectifs, en parallèle de l'accompagnement individuel, a donc été pour ces différents projets une façon de proposer une réponse à un premier enjeu de socialisation, certainement le plus immédiat pour ces jeunes. De ces constats, de ces enjeux, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y a pas vraiment d'endroit de socialisation pour les jeunes. Donc je parlais d'isolement, mais finalement, dans l'accompagnement individuel, on n'y répond pas forcément. Et on s'est dit que c'était extrêmement important de pouvoir créer un lieu de partage entre pairs, un lieu de socialisation tout simplement. Et c'est vraiment aussi à partir de leurs paroles qu'on s'est dit c'est essentiel en fait de travailler sur le collectif.
parce que c'est là où se libère aussi la parole. C'est là où il y a aussi ce sentiment d'appartenance qui est hyper important et je pense qui existe en fait au sein de cet espace. On propose aussi des activités pour l'ensemble des jeunes du Cap. Donc on organise une sortie environ tous les mois et demi, 2 mois pour l'ensemble des jeunes. Et alors on leur permet aussi de s'investir dans des projets pour pouvoir s'exprimer, apprendre à s'exprimer, aller chercher leurs paroles aussi et à un moment donné pouvoir communiquer aussi sur leur vécu et sur leur situation. Au-delà de contrer la solitude elle-même, il s'agissait plus fondamentalement pour ces initiatives de battre en brèche l'idée selon laquelle l'autonomie serait un problème individuel, pour en proposer une vision davantage collective et citoyenne. Nous, on a un peu envie de se dissocier d'un schéma de responsabilisation individuelle. On pense que les jeunes auxquels on s'adresse, c'est des jeunes qui, comme je l'expliquais, sont fragilisés, et qui correspondent au modèle de désaffiliation de Robert Castel. D'autres ont écrit sur le sujet nos références, je veux dire, un peu philosophiques, c'est Yolande Verbist. D'autres ont écrit Jean Blairon et Christine Mailly sur justement l'autonomie des jeunes. Sophie Hubert qui a plus travaillé sur les MENA nous donne aussi des concepts. Et donc ça colle à notre réalité, qui est de constater que les jeunes ne sont pas égaux dans la vie. Et donc que la société, elle a des responsabilités par ceux qui, au départ, n'ont pas eu les chances. Nous, en tout cas, dans notre réflexion, on a une vision qui est plus globale. Et l'autonomie, il y a aussi une dimension qui peut être plus citoyenne et plus collective. L'autonomie, c'est pas spécialement faire les choses pour soi, penser par soi-même et savoir les faire, mais c'est aussi à un moment donné les faire avec et pour les autres. Et donc l'autonomie aussi s'inscrit dans un cadre sociétal plus global. Et donc il y a d'autres dimensions qu'on va aussi travailler au sein du dispositif CAP. Il s'agissait d'abord de déconstruire l'antinomie proclamée entre autonomie et besoin des autres, en réintroduisant la notion d'interdépendance et en soulignant l'importance du réseau de soutien social. Et donc, à côté de l'accompagnement individuel qu'on propose, on va aussi permettre aux jeunes de créer un réseau autour de lui qu'on veut le plus parlant, le plus durable, le plus dynamique. Parce que se débrouiller tout seul, au final, qui y arrive, même un adulte ne sait pas toujours se débrouiller tout seul, et on peut pas leur demander du jour au lendemain de savoir se débrouiller. Surtout qu'ici, on s'adresse quand même à des jeunes qui, en général, sont plus jeunes que la majorité des jeunes qui prennent leur autonomie. Certains n'ont pas le choix, certains, en n'ayant pas le choix, n'ont pas du tout envie. Donc non, pour moi, c'est pas être indépendant. Le but, c'est pas qu'ils soient seuls, c'est pas qu'ils se débrouillent seuls, c'est justement qu'ils puissent s'entourer et qu'ils puissent savoir vers qui aller. Retenons les mots d'Hélène, jeune investie dans le dispositif CAP, qui témoigne de l'évolution de son état d'esprit sur le sujet et qui invite à embrasser cette vision plus solidaire de l'autonomie, selon laquelle on a finalement toutes et tous besoin les uns des autres. J'ai beaucoup changé parce que avant, justement, c'est ce que je disais, je suis quelqu'un qui n'accepte pas de l'aide. Non, même si je dois être sur 20 francs en même temps, j'essayais toujours d'être sur 20 francs. Après, je me retrouvais épuisée, je me retrouvais peu de sommeil, fatiguée, et puis je finissais par tomber malade. Et donc, au CAP, j'ai appris à appeler et dire est-ce que ce serait possible de m'aider pour ça, parce que j'ai beaucoup de trucs cette semaine et j'ai pensé à ça, mais j'aurais pas le temps de le faire. Ou est-ce que je peux passer pour faire ça avec toi, parce que je suis pas très sûre. Alors qu'avant, je pouvais me casser la tête à chercher la solution toute seule, plutôt que de faire appel à quelqu'un. Donc pour moi, c'est ça, être autonome, ne pas forcément avec le CAP, je suis un peu assistée parce que je peux demander de l'aide, mais je pense que c'est un peu ça le but, savoir demander de l'aide quand on sait qu'on ne peut pas s'en sortir toute seule. Et surtout, donc pour moi, c'est ça l'autonomie.
En matière d'entraide, si la crise sanitaire a mis à mal les formes habituelles de sociabilisation, elle a cependant été le berceau d'initiatives sociales et solidaires, improvisées et inédites. Manifestations en acte du besoin de faire corps face aux aléas de la vie, elles ont inspiré Sébastien Godard au moment de penser les voies de l'autonomie pour les jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif CAP. Je crois qu'il y a tout un intérêt aussi à travailler autour du réseau informel. On l'a beaucoup vu pendant le Covid, c'était marrant, là où l'État a disparu, à un moment donné, et toute cette solidarité qui peut être plus froide, qui est importante, il y a vraiment toute une solidarité chaude qui s'est développée. Alors de nouveau, pas pour tous les jeunes, hein. Il y a des jeunes pour qui c'était une période qui était vraiment affreuse et très très compliquée, des jeunes qui ont été très isolés, mais on a aussi vu beaucoup de solidarité sur le terrain. Et là où les institutions n'ont plus été présentes, il y a plein de petites poches de solidarité comme ça qui se sont mises en place, et je pense que c'est quelque chose aussi à valoriser dans l'accompagnement des jeunes et dans l'idée de créer un réseau aussi qui soit efficient, durable, proche du jeune. Toute cette sphère plus personnelle est importante, je pense. C'est dans cette optique que le collectif est également investi au sein des projets Java comme lieu de rencontre de l'altérité et de reconnexion à une logique de solidarité. Du côté du dispositif de code autonome provisoire du CEMO, une alternative existe au logement individuel avec la mise en place de logements solidaires. On propose dans le parc de logement principalement des studios individuels ou des appartements, une chambre, mais on a aussi plusieurs logements qui sont situés dans des projets de logement solidaire. Alors on a 3 projets spécifiques. On a le projet chimiste, le projet industrie et le projet Léon. Le projet Léon est un projet où il y a 9 chambres. Il y a 4 chambres pour des jeunes qui sortent de parcours d'errance et qui ont vécu des ruptures, et 5 chambres pour des réfugiés politiques reconnus. Le projet chimiste est l'équivalent du Léon, mais il est un tout petit peu plus petit, il n'y a que 5 places, donc il y a 2 jeunes et 3 réfugiés politiques. Et alors on a le projet industrie, où là on est plus dans un projet de logement intergénérationnel. C'est un ensemble de logements situé à Molenbeek, où il y a 8 unités de logement, 2 studios pour des jeunes, et le reste des unités sont occupées par des familles, et pour la plupart qui ont eu des parcours migratoires, mais aussi des personnes plus âgées. Alors l'idée vraiment, à travers ces logements, c'est que le jeune puisse faire des rencontres et puisse s'inscrire dans un collectif. Donc voilà, on trouve ça en tout cas intéressant, que le jeune puisse à un moment donné rencontrer d'autres personnes avec des parcours différents. Et on pense que ce sont des rencontres aussi qui peuvent être fondamentales à leur âge par rapport à leur situation. Voilà, et leur donner aussi des points de repère pour se construire dans le futur. En ce qui concerne les ateliers apprentis majeurs, Caroline Broers envisage elle aussi l'hétérogénéité du groupe et la multiplicité des parcours des participants comme autant d'opportunités de partage, d'émulation et d'apprentissage réciproque. En groupe, comme je l'ai dit, il y a des jeunes qui ne sont pas encore en autonomie, des jeunes qui sont en cours et des jeunes qui le sont déjà. Là, il y a vraiment un travail par les pairs qui peut se faire, où chacun va enrichir les connaissances des uns et des autres. Donc ça, c'était vraiment le côté qu'on voulait mettre en avant dans ce projet collectif. Là non plus, il ne s'agit pas pour l'AMO Milieu de Vie de remplacer l'accompagnement individuel par des actions collectives, mais plutôt de les rendre complémentaires. Même si c'était sous forme collective, ces ateliers, il y en a certains qui ont dévié sur de l'individuel, puisque par exemple pendant l'atelier sur le parcours CPAS, il y a une jeune qui avait des questions plus précises, elle a pu après prendre un temps en individuel et dans une autre pièce évidemment avec la représentante du CPS pour poser ces questions. Si les initiatives citoyennes qui ont émergé pendant le Covid ont inspiré l'équipe du dispositif CAP, c'est parce qu'elles ont révélé, comme l'expliquait Sébastien Godard, l'insuffisance de la seule solidarité formelle ou institutionnelle. Cela est vrai aussi pour les jeunes qui nous occupent. Pour eux et pour elles, à qui se sont parfois exclusivement présentées les formes institutionnalisées de sociabilité et de solidarité, les accompagner sur le chemin de l'autonomie consiste aussi à leur permettre d'expérimenter une collectivité plus choisie, une solidarité plus essentielle. Alors, il y a des obligations liées à l'occupation du logement parce qu'il y a une vie en collectivité, des cuisines, des espaces qui sont partagés, mais on ne va pas non plus obliger le jeune à devenir ami ou à sortir tous les soirs avec ses voisins. On est plutôt dans l'optique que cela se construise de manière naturelle, en fonction de la dynamique qu'il va y avoir dans l'immeuble, et on va plutôt accompagner cette dynamique plutôt que de vouloir la pousser à tout prix. Sensible à cette dimension existentielle de la question de l'appartenance,
Florence Veyne tenait à ce que l'espace Pensée Jeune, ouvert à Mons, soit accessible à tout jeune du réseau montois sur base volontaire, mais aussi et surtout que ce lieu dédié au collectif demeure neutre et désinstitutionnalisé. Cet espace, il est situé dans le centre de Mons et il est en fait un peu en dehors de toutes les institutions. Il se veut neutre vraiment. Ce qui se passe au CAP se passe au CAP, ce qui se passe à l'IHP, ce qui se passe à l'Amado, voilà. Nous, ici, ils viennent parce qu'ils en ont aussi envie. C'est leur choix de venir, je commence pas à comptabiliser ou à donner des noms. L'idée, c'est de rester neutre. Donc effectivement, il y a plusieurs professionnels qui gravitent autour de projets, qui font lien avec des jeunes qui arrivent jusqu'à Pensée Jeune. Mais que la réalité un peu institutionnelle, qu'elle s'arrête un peu aux portes de Pensée Jeune. Ce qui se joue dans ces notions de neutralité et de désinstitutionnalisation de tels lieux, c'est la possibilité pour les jeunes de se relier aux autres en tant qu'individus, et non pas en tant qu'usagers de telle ou telle structure ou bénéficiaires de tel ou tel service. Je pense aux jeunes qui sont parfois en famille et très isolés, mais aussi les jeunes dans le secteur plus psychiatrique, en mode... J'en ai un peu marre de tout ce qui est psychiatrisé et tout ça, je veux un peu sortir des murs, quoi. Et c'est pour ça que cet espace il se veut neutre, c'est parce qu'on n'a pas d'étiquette, entre guillemets. Selon Sébastien Godard, ces espaces hors champ fonctionnent comme des tiers-lieux. Le tiers-lieu, collectif ou non, se définit moins par sa matérialité ou la localisation de ses murs, interne ou externe à l'institution, que par la nature des rapports à autrui et en miroir à soi-même, dont ces scènes de vie peuvent être le siège. Le tiers-lieu a vocation à permettre aux jeunes de nourrir un sentiment d'appartenance positive, et non par défaut, et par là, de leur donner accès aux matériaux de construction d'une identité et d'un rapport à la société qui ne se réduisent pas au fait d'appartenir à une institution. Pour Florence Veyne, la désinstitutionnalisation de l'espace Pensée Jeune tient notamment à la posture qu'elle y adopte en tant qu'animatrice. Donc l'essentiel de mon message, c'est de ne pas créer des projets à partir en fait juste à partir des professionnels. Je pense que si on veut impliquer des jeunes, c'est avant tout de les écouter, de voir qu'est-ce qui pourrait leur plaire, qu'est-ce qui pourrait les impliquer, quel est leur intérêt. De toute manière, les postures hautes, on sait très bien qu'avec les jeunes, ça ne fonctionne pas. Ça met directement une barrière, ça met un écart. Donc, en plus, si tu as envie d'impliquer les jeunes, si tu as cette posture haute, c'est mort, complètement. Je pense que, donc je parlais de juste proximité, moi, je m'implique dans les ateliers avec eux, un peu finalement sur une posture assez horizontale, parce que je suis tout aussi animée par ces médias, je participe avec eux, je suis pas en fait derrière en train de dire « ah c'est très bien et tout », non, je vis l'expérience avec eux. Par ailleurs, Charlotte Ancion, coordinatrice à la Pommeraye, estime qu'une telle horizontalisation des relations entre accompagnateurs psychosociaux et jeunes est souhaitable de façon généralisée. Selon cette vision des choses, le principe d'interdépendance et la logique d'apport mutuel peut déjà, au premier chef, s'éprouver dans la relation avec l'intervenant ou l'intervenante sociale, et ce dans le cadre de tout accompagnement vers l'autonomie. Moi, je pense honnêtement que pour développer déjà une relation de confiance, elle se force pas. Elle se crée ou elle se crée pas, mais je veux dire, on ne dit pas allez maintenant parce que je suis intervenant, tu vas avoir confiance en moi. C'est faux, ça fonctionne pas. Je crois que vraiment c'est les moments de faire avec et des temps longs. Prendre des temps longs avec les jeunes, ne pas se dire on va se voir 1 heure autour d'une table et grâce à ça on va créer quelque chose. Non, on crée rien avec ça. Et c'est aussi oser sortir de sa propre zone de confort quand on rencontre les jeunes. S'autoriser à ce qu'ils nous emmènent eux dans quelque chose qui les fait vraiment vibrer eux, que limite on connaît pas. Par exemple, un jeune qui est passionné d'un truc, ok go, la semaine prochaine c'est toi qui me fais découvrir ce que tu aimes. Et je crois que c'est dans ces moments-là où finalement on est vrai avec le jeune, on peut dire non là j'ose pas, ou bien je suis pas super fan de ça mais ok je le fais quand même. C'est dans ces moments-là qu'une relation de confiance se crée vraiment, parce que le jeune se dit ok il a osé, il a été vers moi, il a fait le pas vers moi. Je crois qu'il faut vraiment sortir aussi de ce vieux schéma de les positions très verticales. Il y a l'éducateur et il y a le jeune. On est juste 2 êtres humains qui cheminent ensemble avec des chemins différents, mais on est des compagnons finalement de route. Lui va m'apporter, moi je vais lui apporter. Je crois que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire un max de belles choses avec les jeunes. La collaboration nouée entre l'équipe du dispositif CAP et la photographe Maria Baoli vise quant à elle à offrir aux jeunes la possibilité d'investir un tiers-lieu à l'endroit même de la rencontre intersubjective avec l'artiste. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on propose aussi, outre l'accompagnement individuel dans le CAP, la possibilité aussi aux jeunes de s'investir dans une série d'autres espaces
qui pour nous sont essentiels par rapport à cette question de l'acquisition de l'autonomie. Et donc, un des espaces qu'on a développé maintenant depuis 4 ans, et à partir d'une rencontre qui s'est faite un petit peu par hasard, de manière fortuite, on a développé un partenariat avec une photographe, Maria Baoli. Maria est photographe, mais Maria a un petit côté aussi anthropologue. Maria, elle circule toujours avec son cahier de notes. Maria, elle observe beaucoup. Maria, elle écoute ce que les jeunes ont à dire. Et Maria, elle est dans une approche aussi que je qualifierais d'approche de terrain par le bas. Elle laisse beaucoup le jeune parler et elle voit un petit peu ce qu'il en ressort. Pour nous, c'était intéressant à plus d'un titre, la mise en place de ce projet. Pour nous, c'est une sorte de tiers-lieu, voilà, qui est un espace où il n'y a pas du tout les mêmes enjeux que quand le jeune se trouve face à un intervenant psychosocial ou à un psychologue. Et donc, Maria va pouvoir récolter une parole avec d'autres outils aussi que les fonctions que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment un espace aussi, je pense, qui est utile aux jeunes parce qu'il peut s'y déposer et il peut aussi trouver certaines ressources. Si Sébastien Godard mentionne la volonté de faire exister une parole, au sens d'expression de soi, qu'importe la forme qu'elle prend, c'est que ce geste expressif est lui-même intrinsèquement lié au processus d'autonomisation dans sa dimension citoyenne. L'autonomie aussi du fait de prendre la parole aussi face aussi à ses pairs, c'est pas toujours simple de pouvoir, je trouve, exprimer ce qu'on ressent, exprimer notre parcours, en fait verbaliser les choses. Dans le collectif, c'est ça aussi, la prise de parole, ça fait partie de l'autonomie aussi. Je pense que les jeunes ont tellement de choses à dire, tellement de ressources, c'est parfois un peu compliqué pour nous de les entendre, de les capter, surtout de les induire, en tout cas d'essayer d'arriver à les entendre. La création de ces espaces d'expression est motivée par le souhait de redonner aux jeunes la possibilité de se positionner en tant que sujet de la société, et non pas seulement en tant qu'objet d'aide ou de soins. Sont souvent des jeunes qui vivent dans les marges, qui n'apparaissent pas beaucoup dans les médias, qui sont parfois pas spécialement pris en compte dans leurs besoins par les pouvoirs publics. Et donc tout le travail fait par Maria permet aussi de faire exister la parole de ces jeunes dans l'espace public, citoyen. Je pense que l'autonomie, c'est aussi sa place dans la société, en fait, sa place de citoyen. À ce titre, il est également important que la réalité de ces jeunes, l'expression de leur vécu et leurs revendications débordent ces espaces et soient représentées jusque dans la sphère politique. On va aussi avoir un accent particulier dans nos interventions sur amener le jeune aussi à s'exprimer par rapport à son vécu, et c'est important pour nous aussi à ce que cette parole du jeune puisse être aussi entendue dans la société par d'autres jeunes, des adultes et aussi par des pouvoirs politiques. Dans cette volonté de soutenir les jeunes dans l'expression de leur subjectivité aux différents niveaux de la société, les médias artistiques se sont révélés de puissants outils, à condition de laisser les jeunes se tourner vers les supports qui leur parlent. Je pense aussi que travailler avec des médias artistiques, c'est ce qui aide en fait à verbaliser, c'est ce qui aide à se focaliser sur quelque chose et puis qui aide à être en lien avec les autres. Donc le média artistique pour moi il est essentiel, il est important, et important de savoir avec quels médias on va travailler en posant la question aux jeunes. Les thématiques elles sont vraiment dirigées par les jeunes, c'est eux qui décident un petit peu, et nous on voit la faisabilité aussi de travailler avec certains médias. Je pense notamment à travailler la bande dessinée. Donc de base, ils ont un peu parlé du manga, ils se sont dit pourquoi pas tenter la bande dessinée, donc on est parti sur ça. On est parti aussi sur la vidéo, ça leur parlait pas mal de bosser un peu la vidéo, aussi le son, le montage, la prise photo. La collaboration entre le CAP et la photographe Maria Baoli a elle aussi été l'occasion pour les jeunes de s'essayer à différents médias. Elle utilise plein de médias, elle utilise la photo, elle utilise le texte, on a pu travailler aussi collectivement avec les jeunes autour de projets de fanzine. Donc voilà, les approches sont multiples. Parmi les différentes techniques artistiques utilisées, la photographie présente pour Sébastien Godard un intérêt particulier, en ce qu'elle permet notamment à ces jeunes, souvent porteurs de nombreuses étiquettes, de se réapproprier leur image. La photo est particulièrement intéressante, alors Maria en parlera mieux que moi, mais je pense que déjà c'est un outil qui parle aux jeunes, qui redevient d'ailleurs par ailleurs assez à la mode, paraît-il, mais voilà, les jeunes, à travers notamment le smartphone, utilisent la photo quasiment quotidiennement.
Je pense qu'à travers le développement des réseaux aussi, l'image a beaucoup et de plus en plus d'importance dans la société. Les jeunes utilisent beaucoup les filtres, l'image qu'on donne aussi dans le monde virtuel a une importance particulière. C'est très en lien par rapport à des pans et des sphères plus individuelles. Voilà, et le travail photo, outre tout ce qui va sortir des clichés en termes de constat et de vécu des jeunes, les renarcisistes à un moment donné permet aussi à ce qu'ils réfléchissent à l'image qu'ils aient d'eux-mêmes et à ce qu'ils aient une meilleure image d'eux-mêmes aussi, quoi. Donc les jeunes étaient quand même, pas tous, mais pour la plupart, assez demandeurs de ces rencontres et ils y trouvaient pas mal de choses. Permettre aux jeunes de se positionner en tant que sujet, et a fortiori en tant que sujet de la société, cela commence sans doute aussi par le fait de faire exister, au-delà d'espaces d'expression, des marges de manœuvre dans lesquelles ils et elles peuvent exercer un pouvoir de décision par rapport à des réalités qui les concernent directement. Comme l'explique Benoît Richard, coordinateur pédagogique à la Pommeraye, l'accompagnement à l'autonomie passe aussi par le fait d'aider les jeunes à se réapproprier leur libre arbitre et leur puissance d'agir. Processus d'autonomisation, d'acquisition de compétences, pour tendre vers plus ou moins d'autonomie justement au niveau du fonctionnement, tant sur l'aspect pratico-pratique, mais aussi surtout au niveau du choix et du libre arbitre. D'un point de vue théorique, cela implique de tendre vers un subtil équilibre entre la présence sécurisante d'un cadre et une certaine souplesse instructive et émancipatrice. À travers un tel équilibre, il s'agit de permettre aux jeunes, tout en ne les laissant jamais livrer à eux ou elles-mêmes, de rester acteurs et actrices de leur prise d'autonomie. En fait, dans Trajectoire, comme la première sphère, la sphère administrative, est la plus importante pour mettre le jeune en ordre administrativement, là, c'est un peu l'éducateur qui coordonne cette sphère-là, parce qu'elle doit se faire, elle doit être bien remplie, elle doit être bien faite, elle doit pas prendre trop de temps. Mais pour les autres sphères, c'est un peu le jeune qui amène son énergie là où il veut. Et nous, on s'appuie dessus, du coup. C'est une co-construction, en fait, ensemble. Et donc, on va tenir compte et co-construire avec lui par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes, ses envies. Alors nous, on peut insuffler quand même certaines choses parce qu'on a quand même une connaissance de réseau aussi. Et si on identifie les difficultés ou les ressources, on peut aussi amener, suggérer, mais c'est le jeune qui va porter ça. On aime bien le terme compagnonnage, donc c'est vraiment être avec le jeune et faire avec un peu à son rythme. Nous, on parle plutôt d'ouvrir le champ des possibles, donc on est plutôt dans cette optique de toute façon le laisser faire son choix parce que le libre arbitre, il leur appartient, donc à un moment donné, on ne peut que les inviter, leur montrer ce qui existe, mais au final, le choix sera eux qui le poseront, quoi. L'idée du CAP, et c'est vraiment central au projet pédagogique, c'est que le jeune puisse vraiment à un moment donné ressentir qu'on lui fait confiance en lui et qu'on le sent en tout cas partant pour être maître de son parcours. L'idée du CAP, et c'est un cadre du coup, alors on est une institution mais qui est assez désinstitutionnalisée dans le sens où le jeune a la propre clé de son appartement. On ne rentre pas chez lui son autorisation, c'est lui qui est le pilote, et nous qui pouvons être à ses côtés aussi pour l'aider à un moment donné et le guider. Et donc on n'est pas du tout dans l'idée d'être présent 24 heures sur 24 aux côtés du jeune. L'idée c'est vraiment que le jeune puisse être dans un cadre où il peut faire un essai-erreur, mais avec un filet de sécurité qui est l'accompagnement proposé par le CEMO. Donc voilà, on a un accompagnement qui est très actif et proactif aux côtés du jeune, mais on a aussi l'idée vraiment qu'à travers ce cadre-là, il puisse expérimenter différentes choses et apprendre aussi à travers son expérience personnelle. Pour Florence Veyne, il était capital que l'espace Pensée Jeune obéisse à l'échelle collective aux mêmes principes. Elle l'envisage comme un espace résolument participatif. Le souhait était que les jeunes investissent cet espace comme le leur. Du nom de l'espace au logo, en passant par son aménagement, l'organisation des ateliers, les contacts avec les prestataires externes et même jusque dans le comité de pilotage, les jeunes ont la possibilité d'être à l'œuvre de A à Z. Important aussi de dire que c'est un espace qui est participatif et collaboratif. C'est les jeunes qui décident de s'y impliquer. Certains jeunes se sont impliqués beaucoup plus, mais voilà, c'est un petit peu eux qui décident comment ils ont envie de s'impliquer dans ce projet. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait des devis, qui ont monté les meubles, qui se sont vraiment impliqués un peu dans la décoration en fait de ce lieu pour s'y sentir un peu comme chez eux, quoi. Donc
Donc voilà, ils ont pensé un peu à l'aménagement de ce lieu. C'est vraiment eux qui ont planifié certains ateliers, eux qui ont pris des contacts, eux qui ont été voir sur Internet. Ateliers qui ne sont pas en fait choisis par un professionnel. C'est des ateliers qui sont initiés, choisis et planifiés par les jeunes eux-mêmes, par des médias qui les inspirent, qui les bottent, des compétences qu'ils aimeraient bien mettre en exergue dans leur quotidien. On n'est pas les seuls à réfléchir autour de ce projet. Il a été créé notamment avec des collaborations, avec notamment nos partenaires de la maison d'adolescents de Mons, l'Amado, avec nos partenaires le SRG, le CAP, et avec l'IHP. Donc ces partenaires participent au comité de pilotage qui se fait presque tous les mois, on essaye de le faire, et qui réfléchissent avec nous à la direction, à la dynamique de ce projet, en plus aussi de l'implication des jeunes, et les jeunes aussi ont leur mot à dire dans ce comité de pilotage. In fine, bien loin de nous éloigner de la dimension pratique et fonctionnelle de l'autonomie, toutes ces prises d'initiative qui sont favorisées au sein du groupe sont autant d'occasions pour les jeunes d'apprendre et de développer des compétences qui seront directement utiles à leur vie en autonomie, le tout de façon ludique ou détournée. On ne travaille pas l'autonomie de manière frontale, on la travaille de manière détournée via des médias, et ce qui est intéressant pour les jeunes, et c'est ce que j'observe, c'est les médias artistiques. Et il y a plein de compétences qui sont mises en exergue dans le travail de ces médias artistiques. Je pensais aussi à l'aménagement, les devis qui ont été faits, même la prise de mesure. En fait, le fait de monter les meubles, de se dire tiens là ça va être peut-être un peu juste, c'est bête, mais c'est de manière un peu détournée. Mais imaginons un jeune qui rentre dans ce logement, il aura déjà un petit peu développé ça de manière détournée, mais en tout cas au sein de l'espace jeune, quoi.